Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 21 mars 2013. À Infomax ce soir, barrage routier, le secteur Est n'est pas affecté par les modifications. Premier forum d'Action Gatineau en fin de semaine. Deuxième demi-marathon de la Fondation Santé de Papineau. Et souligner la différence à l'école Saint-Michel. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, la commission scolaire au Cœur des Vallées s'est trouvée encore une fois au cœur d'une histoire de menace. Cette fois-ci, c'est à l'école Sainte-Famille à Tursault que les événements se sont produits. La Sûreté du Québec confirme avoir reçu un appel mardi, le 12 mars dernier, vers 13 h, indiquant que Marc Desgagnés, un résident de Maillot, avait l'intention de se rendre à l'école armé. Les élèves et le personnel ont été rapidement confinés entre les murs de l'établissement, mais ils pouvaient quand même circuler à l'intérieur de l'école. Les policiers se sont rendus au domicile de Desgagnés où ils ont procédé à son arrestation. L'individu a comparu en cour pour faire face à 4 chefs d'accusation reliés à ses armes à feu. Il a été libéré après s'être engagé à ne pas se trouver à moins de 150 mètres de l'école. Par ailleurs, la SQ a pris la décision de n'aviser ni les médias ni les parents, étant donné qu'ils ont jugé qu'en aucun temps les élèves ni le personnel n'a été mis en danger. L'accusé n'était pas connu des policiers. Les retraités de papier-maçon commencent à s'impatienter de plus en plus. On se rappelle qu'en décembre dernier, leur chèque de pension avait été diminué de 55 %. La ministre du Travail, Agnès Maltais, avait alors présenté un projet de loi pour régler le problème. De son côté, la compagnie Black Diamond n'a toujours pas réagi, prétendant qu'elle voulait attendre le texte final de la loi. Eh bien, la ministre lance maintenant un ultimatum à Black Diamond. En effet, la compagnie a maintenant jusqu'au 27 mars prochain pour donner signe de vie, sinon la loi va être adoptée sans que Black Diamond ne soit consulté. Du côté du syndicat des 3 usines de Black Diamond au Québec, ils ont été convoqués le 26 mars prochain par le ministère du Travail. Le conseil municipal de Gatineau a retiré mardi 14 intersections où il ne sera plus possible de faire des barrages routiers. C'est le service de police qui a recommandé le retrait de ces intersections pour les remplacer par d'autres qui sont jugées plus sécuritaires. On sait que pour plusieurs organismes communautaires, les barrages routiers représentent une véritable manne. Les secteurs Buckingham et Masson-Angers semblent peu affectés par ces modifications. Et effectivement, les carrefours où les barrages ont habituellement lieu vont pouvoir demeurer. Une bonne nouvelle notamment pour la grande guignolée des médias qui rapporte près de 9 000 $ annuellement à l'Ami de l'Entraide. Le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, a participé vendredi dernier au Forum sur le Livre blanc qui était organisé par l'Union des municipalités du Québec. Soulignons qu'en novembre dernier, l'UMQ a présenté un premier livre blanc pour sensibiliser le gouvernement aux nouvelles réalités des villes au Québec. C'est sous le thème « Passer de l'engagement à l'action » que le ministre délégué aux régions, Gaétan Lelièvre, le maire de Montréal, Michael Applebaum, les maires de toutes les régions du Québec et de nombreux conseillers municipaux se sont réunis. M. Pedneau-Jobin nous livre ses impressions au sortir de ce forum. Le livre blanc, c'est vraiment un document fondamental qui dit que les villes ont changé. En fait, qui dit au gouvernement que les villes ont changé, puis qui demande au gouvernement de s'adapter à ça. Par exemple, la fiscalité. C'est plus vrai qu'on est capable de faire vivre les villes d'aujourd'hui avec la taxe foncière. On augmente les taxes foncières alors qu'on devrait avoir des outils comme la TVQ pour stimuler la vie économique. Donc, c'est vraiment de dire, voici comment les villes étaient, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, puis ce que ça prend pour que ça marche. On a une réglementation municipale, une loi municipale qui est gigantesque. Parce que, contrairement aux autres gouvernements,
c'est ce qu'on fait qui doit être dans la loi, ce qu'on a le droit de faire. Alors que les autres gouvernements, c'est leur mission en général, puis après ça, débrouillez-vous. C'est ce qu'on veut pour les villes, pour simplifier la vie de tout, pas juste des gens d'affaires, là, de tout le monde. Et ce livre blanc-là est extrêmement important parce que c'est l'outil des villes pour dire au gouvernement, là, il y a des choses qui doivent changer. C'est que des villes ou des maires qui laissent l'UMQ faire le travail. Moi, je prétends que chaque conseiller, chaque maire au Québec doit marteler, frapper sur ce clou-là parce que c'est des changements, c'est ça que ça prend pour que les villes arrêtent d'être aussi compliquées, aussi lourdes, puis il y a des moyens d'action pour stimuler le développement économique, mais aussi s'attaquer à certains problèmes sociaux. C'est à compter de demain soir que le premier congrès du Parti Action Gatineau va se tenir à l'ancienne cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney sur la rue Notre-Dame dans le secteur Gatineau. Il s'agit d'un moment historique étant donné que c'est une première à Gatineau. Le congrès s'ouvre donc vendredi soir avec l'allocution de l'ex-maire de Québec, Jean-Paul Lallier. Les membres du parti, et ils vont être environ 130, vont voter sur plusieurs résolutions lors du congrès, mais également confirmer Maxime Pedneau-Jobin comme chef et Patrick Duguay comme président du parti. M. Pedneau-Jobin était très fébrile à la veille de cette première. Le programme électoral, là, ça va être vraiment en campagne, donc à l'automne. Ce que le Congrès va donner, c'est vraiment toute la base à partir de laquelle on va extraire un programme électoral. Parce que ça, ce qu'on fait en fin de semaine, c'est beaucoup de choses. Là. Vous allez voir, là, si on faisait tout ça, là, la Ville ne serait pas en santé financière. Là. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on priorise, puis qu'on se donne un cadre financier. Et ça va être fait en campagne. Vous sentez toujours la même solidarité de la part là, des 5 élus actuels du parti? Oui, oui, absolument. Les gens sont bien enthousiastes. Là. Ils vont tous être là en fin de semaine. Là, M. Anger doit aller à Montréal une partie du samedi, mais il va être là le vendredi. Oui, je pense qu'on est, on est tous un peu nerveux. On fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Le dimanche 16 juin prochain, soit le jour de la fin des pairs, que va avoir lieu la deuxième édition du demi-marathon au profit de la Fondation Santé de Papineau. Rappelons que lors de la première édition, près de 400 coureurs avaient participé à l'événement. Plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées pour encourager les coureurs. Encore une fois cette année, il va être possible de courir 1, 5, 10 ou même 21 km. La présidence d'honneur a été confiée à Jim Wilson de chez Ed Brunet et Associés, qui est un véritable maniaque de marathon. Il nous dit qu'un demi-marathon n'est pas réservé qu'aux coureurs. Puis, dans une course, on parle de coureurs. Moi, j'apporte un petit peu une dynamique un petit peu différente. J'ai appris les derniers 4 ans à faire de la marche. Puis, avec la marche, on a de la santé. Automatiquement, mais il y a le côté social. Quand on marche, on se donne comment est-ce que je dirais ça, au lieu de courir et puis être pas capable de parler, de la marche, sur le côté de la marche, on est capable d'avoir une relation, on va dire, avec les participants aux alentours, surtout le public. Et puis dans le cas ici du demi-marathon, c'est un parcours qu'on fait 5 fois. Et puis en faisant 5 fois, on développe une relation avec les participants, puis surtout vers la fin, quand on vient faire un demi-marathon, qui est 21 km, les derniers 5 km sont quand même assez... c'est quand même douloureux. Cette année encore, le club de conditionnement physique Gym Max du secteur Buckingham a décidé de s'impliquer dans l'événement en offrant notamment des conférences dynamiques qui vont permettre aux participants de se préparer pour le demi-marathon, comme nous l'explique le propriétaire du Gym Max, Pierre-Guy Larochelle. C'est des séances qui sont vraiment dirigées afin que les coureurs, les participants, les marcheurs, ils profitent vraiment de leur journée. On veut inciter les gens qui pensent que c'est en dehors de leur portée à vraiment oser prendre le défi, réaliser leur objectif et finir avec un grand sentiment d'accomplissement. Au travers des 4 séances, on touche 4 sujets différents, les 4 aussi importants les uns avec les autres. Alors, on offre les 4 pour un prix de 15 $. Et si vous êtes un empêchement ou tout ça, vous pouvez venir pour une séance à 5 $ la séance. Tous les fonds ramassés sont remis à la Fondation, c'est très important de le dire. Nous, en plus d'être bénévoles cette journée-là, nous allons participer à la course et en
consacrant notre temps pour les séances d'information. On a vraiment préparé quelque chose de bien. Alors, je vous invite à grand nombre. Ceux et celles qui désirent s'inscrire au marathon peuvent le faire en composant le 819-986-4019 pour rejoindre la Fondation Santé de Papineau ou se rendre directement au Gym Max sur l'avenue Lépine dans le secteur Buckingham. C'est ce samedi entre 20h30 et 21h30 que l'événement Une heure pour la Terre va avoir lieu un peu partout sur la planète. Cet événement, parrainé par le Fonds mondial de la nature, a pour but de réclamer que des mesures soient prises pour lutter contre les changements climatiques. Les citoyens de partout dans le monde sont invités à fermer leurs lumières durant une heure entre 20h30 et 21h30. Du côté de Gatineau, les lumières qui sont jugées non essentielles à la Maison du citoyen vont être éteintes. On invite également tous les Gatinois à faire de même, en rappelant que grâce à son plan d'action en efficacité énergétique, la Ville a économisé plus de 150 000 $ en 2012. C'est la semaine dernière qu'avait lieu la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sous le thème « Comme on se ressemble ». Pour souligner cette semaine, de nombreuses activités ont été organisées à l'École Saint-Michel du secteur Buckingham, qui accueille des élèves souffrant de déficience intellectuelle, autant des jeunes que des adultes. Pour nous parler de ces activités, mais également de la réalité qu'elle vit chaque jour, j'ai rencontré Josée Miro, qui est enseignante et responsable du programme d'intégration sociale, un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Josée Miro, vous êtes enseignante, vous êtes en fait responsable du programme d'intégration sociale ici à l'École Saint-Michel. On sait qu'on accueille une clientèle où il y a des déficiences intellectuelles, autant des adultes que des jeunes. Vous êtes responsable du volet plus adulte. La semaine dernière, c'était la Semaine québécoise d'intégration ou de la déficience intellectuelle. Plein d'activités qui se sont déroulées à l'école. Oui. De concert avec une autre enseignante, on s'est dit que ce serait le fun. Dans le fond, c'est un privilège que l'École Saint-Michel puisse accueillir des personnes avec des besoins particuliers et qui côtoient le secteur régulier. Alors, on s'est dit que ce serait bien de sensibiliser toute l'école, les enfants, parce qu'ils se rencontrent dans les corridors, mais ce n'est pas toujours évident. Puis des fois, les enfants sont curieux. Alors, on a essayé de mettre ensemble donc des activités avec d'autres classes qui reçoivent des élèves avec des besoins particuliers. Et ça a été présenté à toute l'école. Alors, chaque enseignant avait le choix de participer à différentes activités. Comme il est écrit dans l'article, c'est qu'il y avait soit un projet de robotique avec la classe de Mme Isabelle. Il s'agissait de monter avec des Legos des formes où devaient suivre un plan. Et ensuite, il y avait un petit moteur qui était mis. Ça, c'était les étudiants du secteur régulier qui avaient à mettre en place la robotisation avec l'ordinateur. Ça a été un très, très beau projet. Les élèves, ils voulaient revenir. Ils ont été enchantés de faire ça. Il y avait aussi la possibilité d'accompagner à la salle blanche, la salle multisensorielle des enfants, des élèves qui sont multihandicapés. Et ça a été aussi très, très concluant parce que, dans le fond, ça s'est déroulé toute la semaine, les activités. Et, par exemple, une élève qui réagit de façon très, très positive, une élève avec un besoin particulier, qui a ri, et c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, par l'accompagnement d'un enfant du secteur régulier. Donc ça, c'est une richesse incroyable là, quand on voit la relation qui peut se faire avec les élèves. De notre côté, les adultes, on fait de l'improvisation. On a des matchs d'improvisation une fois par semaine entre les adultes. Et là, on a invité les jeunes à venir participer à notre match d'improvisation. Alors, l'équipe des Bleus, l'équipe des Rouges, il y avait 3 élèves dans l'équipe des Rouges et 3 autres dans l'équipe des Bleus. Puis c'était un caucus, c'est vraiment toute la même rencontre, le même principe que des matchs d'improvisation. Et ça a été vraiment, vraiment intéressant là, de voir combien il y avait la complicité, combien ils avaient du plaisir, puis ils étaient fâchés quand ils ont vu que le temps était écoulé. Là. Évidemment, on parle d'une semaine au courant de l'année durant laquelle on a impliqué, on a fait participer les élèves du régulier avec les élèves qui ont des besoins particuliers. Mais cette réalité-là, les jeunes la vivent
durant toute l'année scolaire. Comment ça se passe à l'école Saint-Michel, cette coexistence-là entre le secteur régulier et les élèves avec des besoins particuliers? Ça se passe bien, ça se passe bien. On a à se côtoyer, on a à se rencontrer dans les corridors, mais c'est sûr qu'on est tout le temps. Hein? Il y a la cloche qui sonne, des fois les élèves nous accrochent, essaient de comprendre, pourquoi elle a une canne blanche. Ils vont avoir cette curiosité-là, mais comme je vous dis, des fois on est pressé. Mais là, c'était qu'on créait vraiment la rencontre, on sensibilisait. Les enseignants avaient aussi un document qui expliquait un petit peu, qui peut s'expliquer à leurs élèves, c'est quoi la déficience intellectuelle, et comme pour démystifier aussi en même temps, et que ça puisse susciter, dans le fond, la curiosité, puis de vouloir rencontrer les gens. Actuellement, on a combien d'élèves avec des besoins particuliers ou qui souffrent de déficience intellectuelle à l'école Saint-Michel? Mais si je parle de notre secteur à nous, là, le secteur adulte, on parle de 36 personnes. Si j'y vais grosso modo comme ça, on peut peut-être parler d'une vingtaine, trentaine d'étudiants. Jusqu'à 18 ans? Ça va jusqu'à 21 ans. Oui. Quand les élèves ont 21 ans et selon leur parcours, ils peuvent venir continuer leur cheminement scolaire avec nous à l'éducation des adultes. J'aimerais qu'on change en terminant complètement et qu'on aille à ce que ça apporte à José Miro, le contact quotidien-là. J'ai rencontré Mme Bastien à quelques occasions. On sent la passion et on sent la passion également quand on vous parle. Qu'est-ce que le contact avec des gens qui ont des besoins particuliers, qui souffrent de déficience, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien? Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu le match d'improvisation et que j'étais témoin, c'était tellement beau de voir cette rencontre-là de nos élèves avec le secteur régulier, de voir le plaisir que je me disais, il faudrait que tout le monde le voie, parce que c'est quelque chose de vraiment beau. La clientèle qui a des besoins particuliers, c'est une richesse au niveau du cœur, au niveau de la spontanéité. Dans le fond, c'est qu'on leur permet d'exister et d'avoir du pouvoir aussi, d'avoir du pouvoir d'apprendre et de vivre des succès. Chose que des fois, c'est pas toujours accessible. Qu'ils aient leur place, d'ouvrir les portes et si on peut le faire, ben, je le fais le plus souvent possible. José Miro, ce qu'il me reste à vous souhaiter, c'est que la semaine québécoise de déficience intellectuelle s'étale maintenant sur 52 semaines. Merci infiniment de tout le travail que vous faites pour ces personnes-là, parce qu'elles doivent faire partie de notre société. C'est un immense plaisir. Merci. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Steve Bourassa de SAJO. Bonjour, Monsieur Bourassa. Bonjour. Alors, SAJO, c'est pour Service d'animation jeunesse de l'Outaouais. C'est un centre communautaire qui est situé sur un immense terrain naturel. Qu'est-ce qu'on retrouve plus précisément sur ce terrain-là? Bien, on a 4 chalets à louer, donc 4 chalets de différentes grandeurs, de 6, disons, jusqu'à 50 personnes. Donc, on peut accueillir les familles, les groupes scolaires, les cadets, les scouts. Donc, on a 250 acres de terrain en milieu naturel, avec des sentiers, des pistes d'hébertis et toutes sortes d'activités. Puis, justement, ce terrain-là est mis à contribution pour les camps de jour. Vous offrez des services de camps de jour aux jeunes de 6 à 12 ans? Oui, exactement. Cette année, on a une nouveauté. Donc, on espère développer le secteur de Masson-Angers et Buckingham. Donc, on a 3 autobus qui parcourent notre petite région de la Petite Nation. Mais cette année, on a une nouveauté qu'on apporte un autobus à partir de Masson-Angers, donc du IGA à Angers. Ensuite, on va vers l'Ancan. Et puis ensuite, on a un service de garde à Masson. Et puis, on revient à Buckingham, puis au Canadian Tire. Et puis ensuite, on s'en va directement à SAJO. Donc, les parents de ces secteurs-là vont pouvoir profiter de nos services de camp de jour. Puis, quelles activités est-ce que vous offrez à ces jeunes-là sur les terrains? Bien, on a les glissades d'eau, donc ça, on ne retrouve pas ça partout. Donc, les pistes d'hébertis, comme j'ai mentionné tantôt. On a du tir à l'arc, on a la piscine, on a du canot-pédalo pour les plus vieux. On a des jeux thématiques, des semaines thématiques, des journées comme la journée du Père Noël. Donc, la journée aussi d'Halloween, tout le monde se déguise. On a 4 spécialités, donc on a les arts, les sports, missions possibles. On a aussi des valeurs. Donc, on a plusieurs choses là, que les jeunes peuvent faire là, durant notre camp de jour. Les inscriptions s'en viennent bientôt. Oui, début avril.
Et puis cette année aussi, on a une autre nouveauté. Donc, on a 8 semaines de camp, donc à partir du 25 juin jusqu'au 16 août. Puis, dans un autre ordre d'idée, un autre service qu'offre Sajo qui est très intéressant, c'est le programme Bouffée d'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, Bouffée d'oxygène, dans le fond, c'est des animateurs qu'on met dans les écoles. Donc, en milieu scolaire, on a 5 animateurs. Là, cette année, on avait une nouveauté aussi. Donc, on est présent à SAG, donc l'école ici à Buckingham, l'école secondaire. On fait les 4 écoles. Donc, on a des animateurs dans les 4 écoles secondaires de notre région de la Papineau. Et puis, dans le fond, ces animateurs-là sont là 35 heures. Donc, ils font des activités avec les jeunes sur l'heure du midi et aussi en parascolaire, mais ils vont aussi dans les classes avec les professeurs. Donc, il y a comme une collaboration, une bonne communication, et puis nos animateurs font des activités donc par les jeunes puis pour les jeunes. Donc, on essaie d'impliquer des responsabilités, responsabiliser les jeunes le plus possible. Donc, ce sont des activités, c'est pas monté nécessairement par nos animateurs, donc on implique le plus possible les jeunes. C'est des activités que les jeunes doivent prendre un téléphone et dire, bon, OK, moi, je veux faire cette activité-là, je vais appeler quelqu'un, on les responsabilise. Donc, ils en sortent là, vraiment gagnants. Puis, on a aussi des leaders, donc on forme des leaders, on a besoin parce qu'on ne peut pas être partout dans l'école. Donc, les leaders, c'est nos jeunes qui sont justement là, impliqués là, pour être responsables de certaines activités. Sans eux autres, on ne serait pas capable de tout faire. Puis, en terminant rapidement, une autre activité que vous offrez, c'est les classes nature. Oui, bien, les classes nature, ça s'adresse vraiment aux écoles. Donc, les écoles, partout dans la région de l'Outaouais, on reçoit les 4 commissions scolaires. Donc, il y a des jeunes qui viennent passer des journées avec de l'animation. Ça se passe normalement vers la fin juin, donc avant que les classes se terminent. On en a aussi au mois de septembre, octobre. Donc, ça peut être aussi des services de garde des écoles qui viennent passer une journée avec animation. Donc, juste nous appeler au 819-985-2711 ou sur notre site internet www.sajo.qc.ca. Merci beaucoup, M. Bourassa. Parfait, merci beaucoup. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Steve Bourassa du service d'animation jeunesse de l'Outaouais. Et c'est maintenant le moment de parler sport. Notre gars des sports qui est fidèle au rendez-vous, François Croteau. On commence tout de suite en parlant hockey, François, parce que c'est la Coupe Dodge du 10 au 14 avril. Et on a un représentant de la région ici qui s'en va dans la classe Bantam WB. Oui, effectivement, c'est les voisins de Papineau qui vont représenter l'Outaouais au tournoi, là, comme tu l'as mentionné, au début d'avril. On se souvient qu'ils ont déjà remporté un tournoi cette année, donc c'est quand même une équipe là, sur laquelle on peut miser là, avoir de bons espoirs là, de championnat. Naturellement, dans des tournois comme ça, la compétition est aussi féroce. Puis, je vais aussi souligner peut-être là, juste du côté de la tombe 2C, là, du côté d'Aylmer, aussi on a une chance de remporter là, les grands honneurs parce que l'équipe n'a jamais perdu cette année. Bien, effectivement, on va leur souhaiter à tous ceux qui vont aller représenter notre belle région de revenir avec une médaille. On reste dans le monde du hockey. Rapidement, les Mustangs qui s'en vont là, affronter l'équipe féminine la semaine prochaine. Oui, c'est jeudi prochain à compter 19h30. La partie est à Petawawa sur la base militaire. Et là, la différence cette fois-ci, c'est qu'on risque là, de jouer contre une équipe là, plus complète au niveau là, de Équipe Canada parce qu'on sait qu'ils vont être en entraînement pour justement le championnat mondial qui se tient à Ottawa au début d'avril. Et on espère là, avoir un match là, de haut niveau, ça, j'en doute pas, mais ça devrait être super intéressant. Voilà. En passant, s'il y en a qui veulent venir, là, sur le site Facebook des Mustangs, on peut s'inscrire pour le voyage, c'est 25 $. Voilà, alors bonne chance aux Mustangs, dernier match de la saison. Toujours dans le monde du hockey, les Olympiques qui ont terminé, on le sait, là, dans les bas-fonds du classement, une des dernières places qui donne la possibilité de jouer dans les séries qui vont affronter l'Océanique. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'effet Groulx va donner des résultats? Oui, ça va sûrement donner des résultats parce qu'on sait que les joueurs, au niveau des éliminatoires, habituellement, lèvent
leur jeu là, d'un cran. Cependant, il faut dire qu'en saison régulière, les Olympiques n'ont jamais battu l'Océanique. Donc, la commande est lourde. Moi, je m'attends, par exemple, à ce que ce soit en 6 du côté là, de l'Océanique. À noter que la série commence à Rimouski samedi et dimanche et que les parties locales, c'est mardi et mercredi prochain. Ici au centre Gartin. Alors, ça va être aussi la bataille des frères, deux frères qui vont s'affronter dans cette tir-là, les frères Boutin. Ouais. Donc, bonne chance à nos Olympiques. Oui. On reste sur la glace. On en a parlé la semaine dernière. On a un quatuor de Tursault qui représente le Québec au championnat senior canadien. Oui, c'est le quatuor de Catherine Déric, Sylvie Daniel, Chantal Gadois et Cheryl Morgan. Et présentement, au moment où on se parle, soit jeudi, leur fiche, c'est 6 victoires et 3 défaites. Elles sont présentement en 3e position, mais il y a 2 autres équipes qui sont aussi également à 6 et 3, et il y a 3 autres équipes à 5 et 4. Donc, il n'y a rien de gagné. Les prochaines parties là, de préliminaires vont être excessivement importantes et on leur souhaite bonne chance de passer au moins au carré d'as. Voilà. La semaine dernière, on a quitté le bulletin sans parler de... En fait, la bonne nouvelle que vous vouliez nous donner, on parle de basketball et tout un honneur pour un joueur de la région. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Là. Il s'agit d'Olivier Hanlon qui évolue là, avec les Eagles de Boston College. C'est dans le ACC, Atlantic Coast Conference. C'est quand même une division extrêmement forte au niveau de basketball. Et lui, c'est mérité rien de moins que recrue de l'année. Et juste pour vous mettre ça en évidence, Michael Jordan avait aussi évolué dans cette ligue-là et il l'avait gagné. Alors, c'est du calibre excessivement relevé. Écoutez, cette année, il a gardé une moyenne de 14 points par partie et de 4 rebonds. Et en plus, après avoir remporté cet honneur-là, l'équipe était ce qu'on appelle dans les éliminatoires pour le March Madness. C'est le championnat collégial de basketball. En sa première partie, il a réussi 41 points. C'est une performance qui ne s'était jamais vue depuis 1970. Donc, Olivier Hanlon de Aylmer, un nom à retenir pour la NBA. Voilà. Karaté maintenant, on a 2 karatékas de la région qui se sont illustrés. Oui, on sait que la région, là, on regorge là, au niveau karaté. Et c'est Anna Furumoto Dee qui a mérité 3 médailles, dont 2 en or, au dernier championnat canadien chez les 16-17 ans. Ça lui a permis d'aller chercher le titre d'athlète féminine junior de Karaté Canada. Il y a aussi Camille Desjardins, qui, elle, on la connaît très bien, rien de moins que 4 médailles d'or pendant cette compétition-là. C'est l'athlète féminine senior. En ski, maintenant, 3 athlètes rapidement qui se sont aussi distingués. Oui, il y a Caroline Calvé. On sait que l'an dernier, elle avait gagné là, le Globe, là, le championnat de la saison. Cette année, elle a terminé 3e, mais il faut dire que la dernière course a été annulée en raison de mauvaises conditions. Ça aurait pu tout changer au classement général. Il y a Michaela Tommy de Wakefield qui, elle a gagné le slalom géant de la Coupe Nord-Am. Ça lui permet de pouvoir aller directement en Coupe du Monde l'an prochain. Donc, elle va skier là, avec tous les grands noms. C'est un produit du mont Edelweiss. Alors, on voit qu'on a besoin de tout le temps être des rocheuses pour bien performer. Il y a Sophie Carrier-Laforte en ski de fond. Elle a remporté la Coupe du Québec, donc elle est présentement à Whistler pour les championnats canadiens. Elle a gagné 5 de ses 8 courses cette année et, dépendant de ses performances-là, elle pourrait accéder à l'équipe nationale junior dès la saison prochaine. On va lui souhaiter. Oui. Hey, ceux qui sont tannés de l'hiver, de la neige, vous avez une suggestion? Il semblerait que ça va être l'été dans le secteur Aylmer en fin de semaine. Effectivement, là, c'est l'été à Aylmer. C'est le salon plein air qui se déroule aux Galeries d'Aylmer. Donc, profitez de la fin de semaine, allez faire un tour là. Il n'y a pas simplement là, des choses nautiques ou de chasse et pêche. Il y a tout là, pour le jardin, pour les terrasses. Alors, allez voir ça. C'est très gros. C'est la 16e édition. Puis je suis sûr que vous allez ressortir de là avec le sourire. Voilà. Et évidemment, on revient aux Mustangs qui vont être là jeudi prochain. Et on rappelle qu'on peut aller les encourager en visitant le site, la page Facebook. Merci beaucoup, François. Bonne dernière partie de la saison. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à rester des nôtres tout de suite après notre émission. Encore une fois, on passe l'émission Parole à l'élu. Mes invités cette semaine, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Sylvain Léger, et bien sûr, Maxime Pedneau-Jobin. Je vous invite également à continuer de nous suivre sur notre site web
www.tvc.qc.ca. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit mardi.